Donc, je remercie les membres de l'organisation de me permettre de vous présenter effectivement l'entrée dans la maladie à corps de Lévy avec les symptômes comportementaux ou ce qu'on appelle aussi neuropsychiatriques. Je vais passer très rapidement, mais c'est quand même la deuxième pathologie neurodégénérative en France, avec quand même près de 2/3 des patients qui sont non diagnostiqués. La question qui se pose, c'est finalement, est-ce que ces patients sont bien orientés à la base, à partir du moment où il y a les premiers symptômes? Et ma question que je me pose, c'est est-ce que finalement, les symptômes neuropsychiatriques ne sont pas des symptômes prodromaux de la maladie à corps de Lévy? Et finalement, ces patients-là, ils sont mal orientés dès le départ, en restant soit en médecine générale, soit chez le psychiatre, et donc pas chez le neurologue. Il y a les signes cardinaux qu'on a déjà évoqués, avec la fluctuation cognitive, les hallucinations visuelles, les troubles du comportement en sommeil paradoxal, et puis bien évidemment sur le plan cognitif, brièvement, les troubles visio-spatiaux qui sont assez caractéristiques de la maladie à corps de Lévy, et puis les déficits attentionnels et exécutifs. Alors, les critères cliniques, ils sont assez clairs. Ça, on est certain sur même le déficit cognitif léger dans la maladie à corps de Lévy. Et on voit que les fluctuations cognitives, mais surtout pour la neuropsychiatrie, les hallucinations visuelles sont clairement définies. Et puis finalement, il y a un cortège de symptômes neuropsychiatriques qui sont en faveur de la maladie à corps de Lévy, mais qui n'ont pas de poids pour le diagnostic. Et là-dedans, il y a l'apathie, il y a la dépression. Alors, on ne sait pas si on parle d'épisodes dépressifs caractérisés, de symptômes dépressifs. Il y a l'anxiété et il y a les hallucinations non visuelles. Ça, c'est l'inventaire neuropsychiatrique, qui n'est absolument pas spécifique de la maladie à corps de Lévy, mais qui est quand même, mine de rien, une échelle qui permet de répertorier les troubles du comportement. Sauf qu'on voit bien déjà tout de suite la limite, c'est-à-dire que dans la maladie à corps de Lévy, on va dire que le substrat premier, c'est quand même les hallucinations, et elles sont visuelles. Et puis finalement, là, on ne décrit pas l'hallucination, on dit hallucination, idée délirante, dépression, mais encore une fois, on ne sait pas bien de quoi on parle. Sur les études des populations de maladies de corps de Lévy sont souvent comparées aux pathologies d'Alzheimer. En fait, on se rend compte que quand même, dans la population atteinte de maladie à corps de Lévy, il y a plus de symptômes neuropsychiatriques que dans la maladie d'Alzheimer, d'un plus précocement et deux plus sévères. C'est-à-dire qu'on a un score d'inventaire de neuropsychiatrie qui est bien plus important. Et puis on voit que les résultats sont assez hétérogènes, c'est-à-dire que, alors même qu'il y a une étude de la même revue et des mêmes auteurs à quelques années d'intervalle, on ne retrouve pas les mêmes résultats, c'est-à-dire que les symptômes neuropsychiatriques principaux ne sont pas les mêmes. J'ai envie de dire, peu importe, mais on se focalise beaucoup sur l'hallucination visuelle dans la maladie à corps de Lévy, mais finalement, en fait, il existe d'autres symptômes neuropsychiatriques et qui ont, mine de rien, un poids. Alors, on va commencer par l'épisode dépressif caractérisé. Il y a quand même un tiers des sujets qui ont une dépression bien avant le déclin cognitif, ou en tout cas le diagnostic de maladie à corps de Lévy. Ici, on parle de symptômes dépressifs, qui n'est pas la même chose. Un épisode dépressif caractérisé, il faut avoir un nombre de critères. Et bien, quand on parle de symptômes, donc tristesse de l'humeur, aboulie, anédonie, on passe à 50%, voire plus de 50% de patients avec ces symptômes neurocognitifs. Chez nous, enfin les psychiatres, quand effectivement on a un patient qui arrive de plus de 60 ans, donc avec un épisode tardif, pharmacorésistant, qui au bout d'1 an de traitement classique résiste à la thérapeutique, on commence à se poser la question effectivement d'une pathologie neurodégénérative. Et alors et c'est ça qui est très important en fait en neuropsychiatrie, c'est de décrire absolument les symptômes de la dépression, parce que on se rend compte que la dépression dans la maladie de Parkinson et dans la maladie à corps de Lévy est assez atypique et en même temps spécifique, c'est-à-dire qu'elle est ce qu'on dit en A, anergie, donc avec cette aboulie, anédonie, apathie. Et ça, mine de rien, il faut que ça donne l'idée aux psychiatres d'aller plus loin dans la recherche des symptômes, avec effectivement tout ce qui est hallucination, troubles du comportement en sommeil paradoxal, etc. Bien évidemment, comme tout épisode dépressif, il faut penser à rechercher la sévérité pour vérifier s'il n'y a pas de mélancolie, et bien évidemment le risque suicidaire.
Donc justement, quand on parle de dépression anergique, on parle d'apathie. Et l'apathie, on entend parler, même si ce n'est pas une maladie en tant que telle, puisqu'il y a plus de la moitié des patients présentant la maladie à corps de Lévy qui ont avant des symptômes d'apathie. Et alors nous, on est très gênés psychiatres quand on parle d'apathie, puisque pour nous, apathie, c'est neurologique. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on considère que c'est pas un épisode dépressif caractérisé, c'est une pathologie neurodégénérative, et on écarte, merci, au revoir. Sauf qu'en fait, mine de rien, l'apathie, il faut remettre sur le cadre nosographique, est-ce que l'apathie, finalement, du syndrome parkinsonien ou de la maladie à corps de Lévy ne correspond pas à l'aboulie qu'on a, nous, psychiatres, qui est en fait cette volonté sans motivation. Classiquement, dans l'épisode dépressif, le patient décrit une tristesse du moral avec cette fameuse aboulie, donc perte de motivation, anédonie, perte de plaisir. Et nous, ce qui est très important en psychiatrie, c'est la souffrance morale. Et il faut qu'il y ait une souffrance morale pour qu'il y ait un épisode dépressif caractérisé. Et effectivement, quand le patient est apathique, donc, sur le plan émotionnel, il y a cette anesthésie ou cet émoussement des affects, eh bien la souffrance morale, elle n'y est plus. Et c'est nous, en fait, psychiatres, c'est là où on balaye l'épisode dépressif en disant c'est pas psychiatrique. Sauf qu'en fait, probablement quand même que chez les gens atteints de pathologies neurodégénératives et surtout parkinsoniennes et maladies à corps de Lévy, peut-être qu'en fait l'apathie remplace l'aboulie. Et alors, avec ma fait l'expérience, mais on voit que quand même, parfois, quand les patients se dégradent sur le plan de l'apathie, en fait, ils se dégradent sur le plan dépressif. Et donc, il va falloir vérifier s'il n'y a pas une espèce de continuum quand même entre aboulie et apathie, et voir si l'apathie ne fait pas quand même partie du syndrome dépressif de la pathologie parkinsonienne. Alors après, il y a l'anxiété. Encore une fois, c'est un symptôme, c'est pas des troubles, mais ça apparaît quand même chez la majorité des patients en phase prodromale de la maladie à corps de Lévy. On voit jusqu'à 4 à 5 ans avant le diagnostic. Comme en population générale, si on est plus anxieux, on a plus de risques de développer un épisode dépressif caractérisé, c'est à peu près simple à comprendre. Il y a plusieurs formes d'anxiété dans la pathologie à corps de Lévy, c'est-à-dire qu'on connaît bien l'attaque de panique avec les off non moteurs, qui sont effectivement par déficit hypodopaminergique, mais il y a aussi cette anxiété latente que les patients décrivent bien, persistante, qui va produire des conduites d'évitement. Et puis il y a l'anxiété réactionnelle aux hallucinations, et puis il y a l'anxiété en fait physique, où il y a les symptômes somatoformes qui apparaissent, et il faut bien à nouveau caractériser l'anxiété pour avoir une prise en charge la plus correcte chez ces patients-là. Très rapidement, sur le plan physiopathologique, en fait, on sait que les corps de Lévy, il y a une accumulation au niveau de certains parties cérébrales, le tronc, mais aussi surtout le plan cortical. Et donc, en fait, oui, il y a une hypodopaminergie, mais le problème étant que ces corps de Lévy vont se mettre dans des locus ceruleus, dans le raphet, qui sont quand même les centres des neurones noradrénergiques et sérotoninergiques. Donc pour nous, psychiatres, de l'humeur ainsi que de l'anxiété, et bien évidemment par, on va dire, cascade, eh bien, il y a une répercussion sur le plan thymique et sur l'anxiété. Alors les hallucinations visuelles, bon, ça on connaît bien, elles peuvent être mineures avec cette sensation de passage, cette sensation de syndrome de l'ange gardien. À noter que quand même, il y a un tiers des personnes de plus de 60 ans qui ont déjà eu des phénomènes comme ça sans avoir de maladie neurodégénérative. D'accord ? Donc l'hallucination visuelle, il y a, mais il faut pas, c'est pas égal à la maladie à corps de Lévy. Et puis parfois elles sont plus élaborées, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, des animaux, c'est généralement quand même des personnes, mais ça peut être assez polymorphe au niveau visuel. Il faut bien faire attention aussi à l'impact des traitements, c'est-à-dire que quand on a une suspicion, effectivement, ou en tout cas il y a des hallucinations, on a une tendance à les mettre des neuroleptiques. Et effectivement, on sait que dans la pathologie de la maladie à corps de Lévy, on sait que ça vient aggraver les hallucinations. Donc il faut toujours aller vérifier l'impact, bien évidemment, environnemental pour vérifier s'il n'y a pas d'autres facteurs de risque. Ce qui est un peu plus intéressant, c'est les hallucinations non visuelles, parce que même nous, psychiatres, quand on a une suspicion de maladie à corps de Lévy, on n'y pense pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a quand même près de 35%, alors sachant que ça va de 6% à 45% selon les études, mais d'hallucinations auditives. Ce qui est assez intéressant, c'est que quand même les patients qui ont des hallucinations auditives chroniques, dans 90% des cas, ils ont quand même des hallucinations visuelles. Mais il y a quand même donc l'hallucination qu'on dit acoustico-verbale, le fait d'entendre dans le conduit auditif des paroles de voix humaine, généralement plutôt désagréables, mais ça peut être des bruits plus élémentaires, comme des sons, des bruits de pas, des grondements, des choses comme ça. Il y a également les hallucinations synesthésiques et olfactives,
qui sont très peu détaillées, mais ce qui est quand même assez intéressant, c'est que ce soit dans les hallucinations auditives, mais aussi olfactives, elles sont plus importantes chez les malentendants, et elles sont plus importantes aussi chez les gens qui ont une hypoanosmie. Et en fait, pourquoi? C'est parce qu'on dirait que comme il y a l'entrée sensorielle eh bien, est déficiente à cause du problème sensoriel, il y a une entrée au niveau du cortex primaire qui se fait pas bien, et finalement, a priori, sur le cortex associatif, auditif ou olfactif, il y aurait une espèce de compensation qui ferait que l'hallucination arrive. Il y a aussi les idées délirantes d'identification, de suridentification ou de sous-identification. Suridentification, c'est ce qu'on appelle la paramnésie réduplicative. En fait, le patient atteint de maladie à corps de Lévy va penser qu'il y a 2 lieux dupliqués et qu'il est dans le mauvais lieu. J'avais eu une patiente qui disait je me souviens très bien, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, mais je sais que j'ai été déplacée d'endroit, il y en a 2, et je suis dans le mauvais hôpital. Et c'est pas... C'est bien évidemment assez rare, mais c'est pareil, on ne pense pas à les rechercher alors que c'est quand même assez important. Le syndrome de Capgras, qui est plus quand même présent, vous savez, c'est le syndrome du sosie, c'est-à-dire que le patient a l'impression que son proche a été remplacé par un sosie. Et puis, il y a le syndrome de Frégoli, qui est pour le coup vraiment peu connu, où le patient a l'impression que les gens qui l'entourent sont toujours la même personne, mais déguisés, pour en fait le tromper ou pour que ça soit en tout cas à visée malveillante. Alors la différence avec un trouble psychotique à début tardif, parce que c'est quand même ça parfois qu'on se pose comme question, en fait les caractéristiques ne sont pas les mêmes. Dans les idées délirantes, le trouble délirant tardif, il va être très interprétatif, c'est-à-dire que l'idée délirante, elle va être assez construite, systématisée, et puis on va être dans une espèce de paranoïa, de malveillance, où la personne est persuadée qu'on lui veut du mal, qu'on va le tuer. Dans la maladie à corps de Lévy, dans la maladie d'Alzheimer aussi, les idées délirantes, elles sont plutôt tournées vers le proche. Il va me voler, la spoliation, etc. Dans les hallucinations visuelles, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y en a quand même moins dans les troubles délirants à début tardif que dans la maladie à corps de Lévy. Et puis, dans tous les cas, que la personne soit connue ou pas connue dans l'hallucination, elle sera très bien décrite dans les troubles psychotiques à début tardif. Il va vous décrire de manière caractéristique le personnage, alors que dans la maladie à corps de Lévy, soit la personne est connue parce que c'est un proche, et à ce moment-là, c'est clairement défini, mais quand c'est un inconnu, c'est plutôt une espèce de visage assez flou, mal détaillé. Et bien évidemment, après, on sait que dans la maladie à corps de Lévy, il y a aussi les animaux, qui sont généralement des animaux du quotidien, les chats, les chiens, les oiseaux, alors que dans les troubles psychotiques, on est vraiment sur des espèces de petites bêtes assez effrayantes sur les hallucinations auditives, c'est pareil. Dans le trouble psychotique, la personne est capable de vous le décrire, c'est-à-dire qu'elle vient commenter de manière malveillante et négative les actes du patient. Alors que dans la maladie à corps de Lévy, il peut y avoir, encore une fois, de la malveillance, mais ça peut être parfois un peu moins audible. Ça peut être des chuchotements, des choses comme ça. Bon, et puis sur le plan cognitif, la grande quand même particularité, c'est qu'il y a quand même des troubles visio-spatiaux dans la maladie à corps de Lévy, ce qui n'est pas le cas a priori dans les troubles psychotiques. Et puis il y a l'irritabilité et l'agressivité. Alors pour le coup, qui n'est pas très bien détaillée dans la maladie à corps de Lévy, elle l'est beaucoup plus dans la démence en règle générale, mais ça existe, d'accord? Et on voit quand on compare les populations de sujets, on va dire témoins, et versus les maladies, les patients à maladie à corps de Lévy, on voit bien que l'irritabilité et l'agressivité apparaît. La seule chose, c'est qu'il faut quand même vérifier l'origine, c'est-à-dire est-ce qu'on est irritable parce qu'on est déprimé? Est-ce qu'on est irritable parce qu'on est anxieux? Est-ce qu'on est irritable parce qu'il y a une épine irritative? Ou est-ce que parce qu'il y a l'entourage ou des idées délirantes qui font que ce symptôme apparaît? Alors pourquoi détecter les syndromes neuropsychiatriques? Alors parce que il y a quand même, mine de rien, ce poids des symptômes comportementaux qui est malheureusement pas assez pris en compte, à mon sens, dans le diagnostic de maladie à corps de Lévy. Et en plus de ça, ils arrivent précocement et de manière assez sévère. En tout cas, bien plus sévère que dans d'autres pathologies neurodégénératives. Et puis, il y a un impact sur la qualité de vie. Alors, Brice parlait de gens qui venaient plutôt pour des symptômes moteurs. Bien évidemment, en fait, quand on entend les aidants, c'est quand même les symptômes psychiatriques ou neuropsychiatriques qui sont au premier plan parce que c'est ceux qui sont assez bruyants.
Et puis, donc, ça a forcément un impact sur les activités du quotidien. Et quand on regarde sur le score de l'inventaire de neuropsychiatrie, l'apathie et les hallucinations sont quand même les 2 symptômes les plus embêtants, probablement aussi pour les dents. Et détecter les symptômes, c'est permettre d'aider aussi les dents, parce qu'on sait que les dents, c'est celui qui s'épuise le plus vite. Et donc, en fait, expliquer la maladie à corps de Lévy et les symptômes neuropsychiatriques permet quand même un maintien à domicile le plus vite, puisque ce sont des patients qui sont institutionnalisés beaucoup plus rapidement que, par exemple, pour les malades atteints d'une maladie à corps de Lévy. Alzheimer, pardon. La prise en charge, elle est assez classique, hein, on n'a pas grand-chose non plus à proposer malheureusement, mais elle est pluridisciplinaire. Elle est médicamenteuse, hein, avec les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, de la noradrénaline. Attention aux agonistes dopaminergiques, c'est bien pour ça que j'ai mis un point d'interrogation, parce que oui, dans la maladie de Parkinson, on sait que dans la maladie à corps de Lévy, ça a plutôt une tendance à aller augmenter les hallucinations, donc il faut faire attention, mais n'empêche que ce sera de déficit en dopamine, il faut quand même réussir à le compenser au maximum, même dans les pathologies psychiatriques. Et puis il y a tout ce qui est intervention non médicamenteuse sur lequel il faut insister. Hein. Je n'ai pas parlé de la kinésithérapie, mais bien sûr qu'il faut y penser, à la remédiation cognitive, et puis aux thérapies cognitivo-comportementales qu'on appelle les TCC, avec par exemple l'activation comportementale, donc c'est-à-dire que les gens qui sont apathiques, on essaie de leur réapprendre une espèce de reconditionnement cérébral et moteur afin de pouvoir initier la prise de décision. Et puis on ne parle jamais des ECT, mais en fait c'est possible, hein, quand le patient présente ou la patiente un épisode dépressif, par exemple sévère, l'ECT n'est pas du tout contre-indiqué dans la pathologie neurodégénérative en règle générale. Et bien sûr, il faut penser aux aidants, type TCC, ça existe aussi, avec, en fait, pour travailler sur ce qu'on dit les pensées dysfonctionnelles, et ça permet encore une fois un maintien au domicile plus important. Donc pour conclure, en fait, oui, il faut détecter les symptômes neuropsychiatriques et il faut les détecter précocement parce qu'ils peuvent être rapidement sévères. Il faut, je crois, s'affranchir un peu du cadre nosographique classique de la psychiatrie. Pourquoi ? Parce que sinon, on est en train d'être très dichotomique. Et en fait, il faut partir de la plainte du patient et de l'entourage. Et à ce moment-là, proposer et dévier un peu l'usage de nos psychotropes. Et puis, bien évidemment, si on utilise des traitements médicamenteux ou pas, il faut toujours réévaluer de manière régulière afin de proposer une meilleure prise en charge à ces patients. Je vous remercie.